Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Un mot de politique pour démarrer notre journal de ce mardi 19 janvier. Au Sénégal, le projet de réforme de la Constitution a été rendu public hier, avant d'être soumis au Conseil constitutionnel. Alors, contrairement à celles qui sont réalisées dans plusieurs autres pays africains, la réforme constitutionnelle du Sénégal prévoit, elle, une réduction du mandat présidentiel et une réduction immédiate. Cette modification de la loi fondamentale sénégalaise a été voulue par le président Macky Sall. Le nombre de mandats présidentiels sera ainsi limité à 2 consécutivement, si la loi en tout cas est adoptée par le Conseil constitutionnel. Alors, outre cette réforme, ce sont en tout une quinzaine de modifications de la Constitution qui sont proposées dans ces orientations que Macky Sall avait présentées lors de ses vœux de Nouvel An. Parmi les propositions, des réformes sur les règles électorales ou encore par exemple sur l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Précisons que Macky Sall, qui a été élu en février 2012 pour 7 ans, s'est engagé à ramener son propre mandat de 7 à 5 ans. Il souhaite ainsi soumettre cette réforme à un référendum en mai 2016 et en fonction des résultats, les prochaines présidentielles auront lieu soit en 2017, soit en 2019. Le président sénégalais souhaite, selon ses termes, donner un exemple, faire comprendre qu'en Afrique aussi, le pouvoir, ce n'est pas une fin en soi. Restons en Afrique de l'Ouest. En ces jours de consultation électorale au Bénin, la jeunesse se mobilise pour que l'élection présidentielle se déroule dans le calme et la paix. Cette initiative émane surtout de la JCI, la Jeune Chambre internationale section Bénin, qui a fait allumer la flamme de la paix aux acteurs politiques. Les détails avec notre correspondant Romuald Dissot. Il y a environ 2 semaines que le top départ a été donné sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto Novo, la capitale politique du Bénin. La flamme de la paix a été allumée par les autorités politiques. Ensuite, cette flamme a fait le tour du pays. En Afrique, les périodes d'élection riment souvent avec celles de violence. Et ce projet vient en amont pour prévenir le mal. En cette période sensible d'élection, où les menaces sur la paix se profèrent tous azimuts, la JCI Bénin a décidé d'agir pour la consolidation de l'unité nationale et la sauvegarde des acquis démocratiques à travers la flamme de la paix. L'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. Telle est l'une des strophes de notre credo à la JCI. Lorsque la dictature l'emporte sur la justice, la démocratie, l'équité, la cohésion sociale, c'est l'anarchie et le chaos qui s'installent. La paix est essentiellement le respect de la justice. Après le périple national, la flamme de la paix est revenue à Cotonou. Une escale a été faite au siège de la Sénat, la commission électorale. Le président de l'institution, très ému, loue cette initiative de la JCI Bénin. Cette obligation de faire en sorte que notre pays vive dans la paix. Nous avons, au cours du dépôt des candidatures, rappelé cela à tous les candidats en leur disant qu'ils doivent œuvrer avec leurs militants, chacun de son côté, pour que la paix règne dans notre pays au cours de cette présidentielle de 2016. Par l'entremise de ce projet de la flamme de la paix, les candidats à l'élection présidentielle du 28 février prochain, ainsi que les institutions qui délivreront de bons messages de paix seront récompensés par JCI Bénin au cours de la soirée des trophées de la paix. Un mot de santé à présent. Alors que l'Organisation mondiale de la santé pensait en avoir fini avec Ebola, il semble que l'épidémie persiste en Sierra Leone avec la détection vendredi dernier d'un nouveau cas. Cette résurgence du virus pose la question du sort des orphelins dans les pays qui sont frappés par Ebola. C'est notamment le cas en Guinée, comme nous l'expliquent Joël Avébé et Charles Dallom. Jusqu'alors inconnu en Afrique de l'Ouest, le virus d'Ebola hautement mortel brise les traditionnelles solidarités familiales africaines, causant ainsi la stigmatisation des enfants totalement abandonnés. Aujourd'hui, heureusement, même si aucune étude n'indique qu'un enfant traîne encore dans la rue parce que son parent est mort d'Ebola, l'UNICEF se réjouit du soutien psychosocial
dont bénéficient ces derniers, mais aussi de la nourriture, de l'équipement et des kits d'hygiène apportés aux familles d'accueil. Malgré cette solidarité des États et des organisations non gouvernementales, pour vaincre ce fléau, plus de 6 000 orphelins recensés en Guinée-Conakry connaissent une vie difficile, certains allant même jusqu'à abandonner leurs études pour s'occuper de leurs cadets. De nombreux médecins, à l'instar du docteur Jean Pécollier de l'Université publique de Conakry, déplorent l'absence de programme proprement dit concernant l'insertion des orphelins d'Ebola. Vendredi dernier, l'attaque d'un camp de la force de l'Union africaine en Somalie par les islamistes somaliens Shebab a fait un nombre toujours indéterminé de morts parmi des soldats kenyans. Alors qu'une opération de recherche et de sauvetage est toujours en cours en Somalie, 4 des corps de ces Kenyans de l'AMISOM ont été rapatriés hier à Nairobi. Si le Kenya n'est pas en mesure de communiquer un bilan plus précis pour le moment de ces victimes, les Shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont eux affirmé dimanche avoir tué plus d'une centaine de soldats kenyans et en avoir capturé 12. Lors de l'attaque de vendredi, c'est un contingent d'environ 150 soldats kenyans qui se trouvaient dans la base d'El Adé, au sud de la Somalie. En 6 mois, c'est la 3e attaque de cette ampleur et dans cette région commise par les Shebab contre une base de l'AMISOM. La ministre de la Défense et du Kenya s'est exprimée lors du rapatriement des 4 premiers corps de ces soldats dimanche. Écoutez-la. C'est un moment très sombre pour les forces de défense kenyanes et je pense pour le pays tout entier. Nous souhaitons encore une fois rappeler au peuple kényan notre grande appréciation. Les Kenyans qui nous soutiennent avec leur amour et leur compassion à travers ce moment difficile pour les forces de défense kenyanes et leurs familles. Les opérations de recherche et de secours sont en cours et en conséquence, nous nous attendons à recevoir plus de nos soldats dans les jours à venir. Nous vous tiendrons informés de ces développements tout au long de l'opération. En Afrique du Sud, le monde universitaire continue de se rebeller. Hier, à Pretoria, ce sont des prestataires de services d'université qui ont manifesté leur revendication, obtenir des salaires plus élevés, mais aussi être directement employés par les universités. Voici quelques témoignages qui convergent sur le fond, mais parfois contrastent sur la forme de l'action. Je me bats pour mes droits. Ces salaires, ce n'est pas assez. Je travaille tous les jours. J'ai une femme et un enfant et tout. 2500 rands, ça ne sert à rien. J'ai des parents, mon père et ma mère. 2500 rands, ça ne suffit pas. Il faut au moins 8000 ou 10 000 rands. 2500 rand is making at least that 8,000 and 10,000 can make sense. Si vous regardez les coûts de l'université, des inscriptions et des cours, comment ces parents peuvent-ils se permettre de payer s'ils ont des enfants ici? Nous payons beaucoup d'impôts. J'en paye beaucoup moi-même. Donc le gouvernement est en train de faire perdre son temps à tout le monde et surtout aux étudiants qui prennent du retard. Le gouvernement doit agir d'urgence. Je ressens une certaine solidarité, mais je pense quand même que ça devrait être plus mesuré. Pas une grève comme celle-ci. Ils pourraient négocier avec leur employeur au lieu de créer tout ce chaos. À l'international, l'opposition haïtienne était dans les rues de la capitale, Port-au-Prince. La manifestation d'hier semble avoir remarqué un tournant de radicalisation dans l'action de centaines de militants qui étaient présents dans les rues. Pour eux, hors de question que le second tour de la présidentielle se tienne comme convenu dimanche prochain. Menaces de guerre civile, rues bloquées par des barricades, pneus et véhicules incendiés, la population est à bout. Il faut dire que depuis 2 mois, l'opposition dénonce un coup d'État électoral à l'initiative du président Michel Martelly, qui selon la constitution haïtienne ne peut pas prétendre à un 2e mandat consécutif. Pour que le parti au pouvoir se maintienne, des irrégularités auraient été observées par la commission indépendante d'évaluation électorale. Pour elle, le premier tour du 25 octobre dernier démontrait que plus de 60% des membres de bureaux de vote n'étaient pas capables d'accomplir correctement le travail demandé.
Le premier tour révélait que Jovenel Moïse, le candidat du pouvoir, avait recueilli 32,76% des voix contre 25,9% pour Jude Célestin. Des résultats que le candidat de l'opposition qualifie de farce ridicule. Écoutez sa prise de position actuelle. Là, j'ai encore le temps, avant les élections, de faire un retrait si je dois le faire. Mais je suis sûr que je fasse le retrait, que je ne le fasse pas, les élections ne pourraient pas avoir lieu avec un seul candidat. Donc pour le 24, c'est non, je n'irai pas à cette farce. Ce sera une farce, ce ne sera pas une élection, ce sera une sélection parce qu'il y aura un seul candidat. Donc ce sera donc un référendum, ce qui est interdit par notre Constitution. 30 ans après la fin de la dictature des Duvalier, Haïti semble toujours peiner à organiser des élections non contestées. Lors du premier tour de la présidentielle en octobre, à peine 26% des électeurs s'étaient exprimés, preuve de la fracture qui existe entre la classe politique et la population. Terminons notre flash information, direction les États-Unis et cette drôle de ville. M-City est une ville fantôme, cachée derrière, vous allez le voir, des immeubles du campus universitaire du Michigan à Ann Arbor. Dans cette bourgade fabriquée de toutes pièces dans le nord du pays, on fait rouler des voitures de demain. Reportage. C'est ici qu'on teste les voitures du futur. La ville artificielle de M-City dans le Michigan permet aux constructeurs de tester les derniers modèles de voitures sans conducteur. Autoroute à 4 voies, rond-point, voies de chemin de fer. Tout est fait pour imiter au plus près les conditions réelles de circulation. Ici, on teste des scénarios difficiles en toute sécurité. Quand vous cherchez à tester si oui ou non votre système va détecter un piéton ou un cycliste, vous ne voulez pas mettre en danger de vraies personnes et vous ne pouvez pas le faire de façon répétée. Ford fait partie des entreprises qui utilisent M-City pour tester leurs voitures. Ici, par temps de neige. Une météo particulièrement délicate pour les capteurs laser, essentiels aux voitures pour recréer en images leur environnement. Notre voiture ne se contente pas de sonder la surface de la route pour se repérer. Nous construisons par avance une carte en 3D de l'environnement et si en repassant la surface est illisible, nos algorithmes utilisent les repères au-dessus du sol afin de savoir où nous sommes. M-City permet aux constructeurs automobiles de tester leurs voitures jour et nuit dans différents scénarios, avec un exercice particulièrement redouté, le rond-point. L'un des passages difficiles de M-City, c'est le rond-point. Aux États-Unis, ils ne sont pas si fréquents. Ils commencent à voir le jour, mais honnêtement, les Américains ne savent pas vraiment les aborder. Et ils sont également très compliqués à négocier pour les voitures autonomes. Une douzaine de constructeurs utilisent aujourd'hui les 13 hectares de M-City, mais selon certains experts, il faudra encore une vingtaine d'années pour que le grand public puisse s'offrir des voitures autonomes. C'est la fin de ce Vox Flash du mardi 19 janvier. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et une très bonne suite de programme sur Vox Africa.